Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein, avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est députée européenne Les Républicains. Bonjour Nadine Bonjour. Morano. Bonjour. Une déclaration du pape fait la une de l'actualité en France. Il a expliqué samedi à des journalistes que selon un témoignage qui lui avait été rapporté, il y aurait dans les manuels scolaires la théorie du genre renseignée au point de mettre en péril l'équilibre homme-femme dans la société française. On écoute le pape, c'était samedi, et c'est Mathilde Lamberti, qui est correspondante de Radio France à Rome, à qui l'on doit ce document sonore. On l'écoute. Un père de famille français m'a raconté cette scène. À table, il demande à son fils de 10 ans ce qu'il veut faire plus tard, et le fils lui répond « Je veux devenir une fille ». Le père s'est rendu compte que les livres du collège enseignaient la théorie du genre. Ceci est contre les choses naturelles. Qu'une personne change de sexe, c'est une chose, mais c'en est une autre de l'enseigner dans les écoles pour changer les mentalités. J'appelle ça la colonisation idéologique. Alors je ne sais pas qui a raconté cette anecdote au pape. Que pensez-vous de la colonisation idéologique, Nadine Morano? Mais je ne sais pas surtout à quel livre il fait référence. Donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir des sources précises. Nous avons eu un débat sur cette question, puisque rappelez-vous qu'à un certain moment, avec la ministre de l'Éducation, il y avait eu un sujet sur cette question, et même des livres qui avaient été mis en cause il y a à peu près un an et demi sur cette question. Un petit peu plus. Bon, mais ça vous paraît sérieux? Il y a un complot? Il y a quelque chose de ce genre. Vous avez une opinion sur le sujet? Peut-être pas. On a toujours des opinions sur tout. Après, c'est de savoir un peu... C'est bien. Oui, on peut avoir des opinions. Ça permet d'avoir des opinions mises en débat. Après, si on a raison ou pas, c'est un autre sujet. Je dirais tout simplement qu'il faut faire attention dans l'éducation que nous donnons à nos enfants pour ne pas les troubler. Ça, c'est une réalité. Et cette théorie du genre qui avait été soutenue par certaines personnes, pour moi, est une théorie dangereuse. Voilà. Oui. D'accord. Mais après, le fait de savoir si elle a une importance et un impact dans la société, ça reste à déterminer. Oui, là, je trouve le pape est très inquiet. Vous avez l'air moins inquiet que le pape. Sur cette question, je suis moins inquiète que le pape, sans doute, mais voilà. Je ne vois pas aussi à quel livre il fait référence. Moi non plus. Je peux pas. On va l'appeler. On va voir ça avec lui. Après le pape, on va écouter Alain Juppé, si vous en êtes d'accord. Oui. C'était sur France Inter la semaine. Mais vous voulez être pape aussi, vous savez. Il veut être pape. Il voulait être pape quand il était enfant. Ah, quand il était enfant, oui. Il voulait qu'il me trouve parce que... Oui, je croyais que... Voilà, mais il a envie de devenir une forme de pape aussi maintenant. On va l'écouter parce qu'il a... La semaine dernière, sur France Inter, il expliquait que pouvaient voter aux primaires, bien sûr, les adhérents des Républicains, les sympathisants des Républicains de la droite, mais aussi, si on le comprend bien, des électeurs de gauche. On l'écoute. Je voudrais rappeler ici, et je profite d'avoir l'antenne, parce que peu de gens le savent, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la carte du parti pour aller voter. Tout le monde peut voter. Et si on a voulu des primaires ouvertes, c'est justement pour accueillir tout le monde. Donc s'il y a des déçus du hollandisme qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Avez-vous peur, Nadine Morano, que des électeurs de gauche troublent, voire faussent, la primaire de la droite et du centre? Je pense que, en fait, l'appel d'Alain Juppé démontre une chose, c'est qu'il est plutôt sur une ligne politique qui est proche de celle de François Hollande. Donc, il essaye de troubler cette primaire de la droite et du centre par sa ligne politique. Quand vous voyez qu'il a soutenu François Hollande dans la non-livraison des Mistral à la Russie, j'ai toujours estimé que c'était une faute politique et économique majeure. D'abord, je rappelle que la commande des Mistral faite par la Russie, l'a été en 2011, alors qu'il était ministre de la Défense à l'époque. Donc, il a suivi cette décision de François Hollande, il l'a soutenue. Quand je l'entends par ailleurs sur un sujet qui est gravissime en ce moment en France, avec le terrorisme et le développement de l'islam radical, je trouve qu'il ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Quand il nous dit qu'il est favorable au port du voile à l'université, je ne trouve pas que ce soit... Il n'est pas favorable au port du voile, il est contre l'interdiction, c'est différent. Oui, quand vous êtes contre l'interdiction, ça veut dire que vous êtes favorable au port du voile à l'université. Donc, je ne suis pas favorable au port du voile à l'université. Et quand je vois qu'à l'époque... son interdiction. Ah, je suis favorable à son interdiction. Et quand je vois à l'époque Bourguiba en Tunisie dans les années 50 se battre contre le port du voile et Nasser également dans les années 50 en Égypte, avoir ses positions tranchées contre les frères musulmans, aujourd'hui que Alain Juppé s'inscrive
à soutenir le port du voile en France n'est pas une politique de droite qu'on entend soutenir dans notre électorat. Je pense que ça va plutôt vers le centre-gauche. Donc il ne faut pas qu'il se trompe de primaire, parce qu'il y a une primaire à gauche et il y a une primaire à droite. En même temps, son programme économique, ce n'est pas tout à fait celui de François Hollande. Gilles Manchein. On a bien compris que c'est donc pas lui que vous allez soutenir, c'est pas Alain Juppé que vous allez soutenir à la primaire. Qui allez-vous soutenir puisque vous n'avez pas eu les parrainages nécessaires pour être candidate ? Écoutez, il m'a manqué les parrainages des parlementaires, mais j'ai obtenu 252 parrainages d'élus locaux et plus de 2700 parrainages d'adhérents. Et donc j'estime qu'au regard du respect que je dois à ceux qui m'ont accordé leur confiance et sur cette ligne politique de droite que je soutiens, j'ai décidé de garder ma liberté de parole. J'ai trouvé... Avant le scrutin, vous allez soutenir quelqu'un ou pas ? Avant le scrutin, avant le premier tour, je ne prendrai pas position. Vous ne prendrez pas position avant le 20 novembre ? Non, je ne prendrai pas position. Et d'ailleurs, j'ai trouvé assez étonnant que Hervé Mariton, qui du coup n'a pas pu participer à la primaire, rejoigne Alain Juppé. Quand on voit le programme qui était celui porté par Hervé Mariton, je veux dire, ça vous fait sourire, effectivement. Je trouve que c'est un peu étonnant. Je veux dire, il était plutôt proche de François Fillon, disons-le, et donc le voir soutenir Alain Juppé, je trouve que par rapport à ceux qui l'ont parrainé, il y a quelque part une forme de non-respect du programme Politiquement, on vous sent quand même assez proche de Nicolas Sarkozy, donc pourquoi ne pas le soutenir ? Écoutez, sur la ligne politique qu'il défend, quand je vois d'ailleurs qu'il a repris certaines de mes propositions, notamment la suspension des droits civiques et sociaux de celles qui portent le voile intégral en termes de récidive, parce que je souhaite le passer en délit, il a repris cette proposition, il tient une ligne politique de droite, c'est une réalité. Je pense qu'il est plus conforme à ce qu'attend notre électorat aujourd'hui qu'Alain Juppé, qui pour moi est plutôt complètement sur l'aile gauche, centre-gauche de notre famille politique. D'ailleurs, le pacte proposé par Alain Juppé avec les musulmans n'est vraiment pas à la hauteur de la situation. Nous avons besoin aujourd'hui d'être très fermes vis-à-vis de l'islam radical. Et poser un pacte avec on ne sait qui, c'est quand même assez étonnant. On va en reparler dans un instant. On laisse cette conversation là, on l'a laissée, mais on la reprend dans 90 secondes exactement. Il est 8h40. Voici Victor Matin. La star de la télé-réalité américaine Kim Kardashian, victime d'une attaque à main armée cette nuit à Paris. Un braquage par 5 faux policiers dans une résidence de luxe du 8e arrondissement, montant du butin autour de 10 millions d'euros de bijoux. 4 morts hier soir dans un accident de la route en Moselle, une mère et ses 3 enfants. Le père qui se trouvait au volant est hospitalisé dans un état très grave. Il a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage et percuté de plein fouet le véhicule qui arrivait en face. En Colombie, le président Santos assure qu'il va continuer à rechercher la paix. Cette nuit, l'accord sur la fin de 52 ans de conflit armé avec les FARC, pourtant signé la semaine dernière, a été rejeté par référendum à une très faible majorité. Arnaud Montebourg participera bien à la primaire de la gauche fin janvier. L'ancien ministre de l'économie assure qu'il respectera le résultat. Même si François Hollande l'emporte, Arnaud Montebourg veut construire un autre chemin à gauche, dit son directeur de campagne. L'Observatoire international des prisons assigne l'État devant le tribunal administratif de Melun. En cause, la prolifération de nuisibles signalés depuis des mois à Fresnes. Des rats, des cafards, des punaises. Le phénomène touche de très nombreux établissements, explique sur France Info une ancienne responsable pénitentiaire. En golf, les États-Unis remportent la Ryder Cup pour la première fois depuis 8 ans. La victoire lors de ce traditionnel rendez-vous face aux Européens avait échappé aux Américains lors des 3 dernières éditions. France Info. Avec la suite de l'émission politique de France Info, Nadine Morano avec nous ce matin. Question, Jean-Michel. Vous critiquez fermement Alain Juppé et vous dites que Nicolas Sarkozy a repris certaines de vos propositions. C'est une manière d'exprimer sa proximité avec lui. Pourquoi vous ne le soutenez pas avant le premier tour des primaires qui auront lieu le 20 novembre ? J'ai des points d'accord aussi avec le programme de François Fillon, où je soutiens cette ligne politique s'agissant de sa vision internationale et notamment avec la Russie. Je pense que nous devons avoir un débat et que j'entends faire peser dans ce débat mes idées. Je n'ai pas accepté l'aide qui m'était proposée d'obtenir des parrainages de parlementaires. Ah, vous avez refusé, parce que j'allais vous poser la question de savoir si vous n'étiez pas un peu vexé quand même que tout le monde se soit démené pour Nathalie Kosciusko-Morizet, mais pas tellement pour vous.
Mais c'est-à-dire qu'on m'a proposé également, vous dites tout le monde, on m'a proposé de participer à cette primaire, on m'a proposé de m'aider à cette primaire s'agissant de l'obtention des parlementaires, notamment François Fillon que j'avais vu et qui me disait, Nathalie va avoir ses parrainages, on peut t'aider à défendre ta ligne politique. Et j'y ai réfléchi, évidemment, la tentation était forte. Et je me suis dit que je n'avais pas envie, vous savez, c'est comme sur un manège, on est très heureux de tirer le pompon, les gamins sont très heureux de tirer le pompon, mais moi, si c'est pour être aidé à l'avoir, c'est pas ce que je me fais comme état d'esprit de la vie politique. Donc, je ne voulais pas avoir les mains liées par un accord. J'ai l'impression qu'on achetait vos voix, en fait. Mais vous êtes liés par un accord. Faut quand même être très très clair devant ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je voulais être libre et ne pas avoir à être obligé de dire merci à la télé, à ceux qui m'ont aidé. NKM n'est plus libre ? Écoutez, elle a clairement fait appel à être aidée pour avoir ses parrainages. Elle a dit merci à la télé, d'ailleurs, à Alain Juppé. Ils sont d'ailleurs sur cette même ligne politique, qui est une ligne plutôt de centre-gauche. Et moi, j'ai préféré... Vous savez, on m'a jamais rien donné dans la vie politique qui a été la mienne. J'ai été conquérir seule une circonscription de gauche. J'ai milité pendant très longtemps. Alors, je ne suis pas énarque non plus. Je ne viens pas de ce milieu formaté qui est plus facile dans une carrière politique. Mais j'ai décidé toujours de faire un parcours dans lequel j'estime que la légitimité vient à la fois du peuple et de votre travail personnel. Les parcours faciles sur lesquels on vous donne un tapis rouge, c'est pas ma tasse de thé, à dire vrai. Les migrants sont l'un aussi des débats actuellement en cours dans la société française. Le président de la République était à Calais la semaine dernière. Le projet de démantèlement de la zone de la jungle à Calais se précise, mais on voit que les régions ont du mal à accueillir les migrants. Pourquoi ça vous fait rire? Non, quand c'est pas le sujet qui me fait rire, à dire vrai. C'est encore le point de désaccord profond que je peux avoir avec Alain Juppé sur cette question. C'est tout. Mais vous savez ce qui va se jouer. Vous êtes dans le même parti quand même. Non, mais justement, et puis si ça se trouve... Vous serez obligé de le soutenir après le 27 novembre, le deuxième tour. Ce qui se joue dans quelques semaines est extrêmement important. Parce que la décision qui vont être prise à travers le vote des électeurs et donc de vos auditeurs, ceux qui iront aux urnes, c'est de choisir, au-delà d'une personnalité, une ligne politique. Et quand j'entends les membres de ma famille politique et donc leur divergence d'approche sur ce sujet que vous évoquez, sur le démantèlement de la jungle de Calais, la répartition des migrants sur l'ensemble du territoire, ça a déjà été le cas il y a quelques mois, puisqu'on en a amené chez moi en Lorraine, dans une petite commune et dans un château qui sert de colonie de vacances, où au départ il devait y en avoir 35, au final il n'y en a eu que 5, et il y en a qui sont repartis en train, ramenés par l'association qui était censée s'en occuper, et on ne sait où, en plein état d'urgence. Donc on voit bien que ce n'est pas la première... Quel rapport avec ce que dit Alain Juppé? Parce qu'Alain Juppé soutient cette politique de répartition des migrants. Moi je pense qu'il faut arrêter avec cette politique qui consiste à prendre de l'aspirine pour faire tomber la température et ne pas soigner le mal, si vous voulez. Il faut prendre le mal à la source. Mais c'est pas vrai. On n'arrête pas la guerre en Syrie du jour au lendemain. Non mais attendez, ça c'est quand on fait preuve... on peut pas l'arrêter du jour au lendemain. On fait preuve d'une impuissance généralisée. Je vote contre les quotas de migrants au Parlement européen. Je pense d'abord que l'Union européenne fait une faute majeure en envoyant des messages d'appel d'air à l'immigration illégale. J'étais allée il y a un an, comme vous le savez, au Liban et en Jordanie, dans les camps de réfugiés. J'entends exactement ce que nous réclament les ministres sur place, les ministres du Liban, les ministres de la Jordanie, en nous disant aidez-nous sur place à maintenir les réfugiés dans des conditions convenables. Et ceux qui sont réfugiés sur place nous disent aussi aidez-nous à pouvoir retourner chez nous. Et sans avoir cette aide de pouvoir les aider à retourner chez eux, eh bien, ils décident de traverser au péril de leur vie la Méditerranée ou de venir en Europe en espérant avoir un travail, un emploi et d'être soignés. Mais ça n'est pas le cas. Ils sont là dans des conditions... Est-ce que démanteler la jungle de Calais, c'est un objectif ou pas? On voulait vous faire écouter aussi le maire de Grande-Synthe qui accueille dans des conditions qu'il juge, lui, particulières, les migrants. Et écoutez-le, son témoignage, après tout, mérite d'être entendu. Depuis qu'on organise, entre guillemets, une forme d'accueil à Grande-Synthe, puisque ça dure depuis 2006, qu'on a des réfugiés présents sur le territoire, on a toujours mis quelques petits aménagements en place et ça n'a jamais créé d'appel d'air. Ce camp, il a ouvert le 7 mars, il y avait 1330 réfugiés qui ont pris place dans ce camp.
quelques mois plus tard, 5 mois après, on est au dernier comptage à 754. Il n'y a pas d'appel d'air. Voilà, il témoignait hier soir sur France 5. Oui, je connais son bord politique. Je ne suis pas étonnée d'entendre ce discours. Son bord politique, c'est son expérience qui est intéressante. Non, mais ce n'est pas le discours que je souhaite, moi, porter, l'analyse que je souhaite porter. Je pense que nous avons besoin d'une action internationale coordonnée avec la Russie pour régler le problème en Syrie. Aujourd'hui, il y a 2 coalitions internationales. Et s'agissant des migrants, évidemment, il faut démanteler la jungle de Calais, mais il ne faut pas répartir les migrants. Mais où est-ce qu'on les met alors ? Mais j'ai expliqué plusieurs fois, c'est pas la première fois que je m'exprime sur ce sujet. Nous avons besoin d'avoir des services de l'État sur place qui examinent de manière rapide la situation de ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Comme il a été proposé certains aussi. ont vocation à rester, qu'est-ce qu'on en fait ? Ceux qui ont vocation à rester, il faut pouvoir les accueillir dignement. Ceux qui n'ont pas vocation à rester, et c'est la très grande majorité, il faut qu'ils soient expulsés du territoire. Aujourd'hui, les expulsions sont en recul de près de 20%. On n'expulse plus dans notre territoire, on n'analyse pas suffisamment rapidement la situation des personnes qui viennent, et l'Union européenne fait un appel d'air massif à l'immigration illégale. Après, on se retrouve avec la position de la Hongrie qui a fait un référendum pour savoir si la population était d'accord d'accueillir les migrants. J'avais écouté Viktor Orban à Madrid au cours de nos journées parlementaires européennes. Il avait tenu un discours de vérité, parce que ce qu'on ne dit pas non plus suffisamment, c'est que vous avez une très grande majorité d'hommes qui arrivent dans l'Union européenne, et non pas des familles. Les familles sont très peu nombreuses, il y a très peu de femmes, très peu d'enfants, mais il y a énormément de jeunes hommes qui arrivent dans l'Union européenne. C'est comme pour le pape, ça, énormément. Non, c'est une réalité. Mais non, allez voir dans la jungle de Calais, vous irez voir la population qui est. Tous ceux qui sont venus chez moi et ceux qui sont en répartition, ceux qui sont venus, je veux dire, quand je dis chez moi, en Lorraine évidemment, et tous ceux qui sont répartis sur le territoire, en majorité ce sont des hommes, ça pose une vraie question. Mais quelle question, pardon, mais quand bien même ce sont des hommes, et alors, il faut avoir peur de ces hommes-là ? Parce que c'est ça le message qui est en train de passer aujourd'hui. Madame, il faut avoir peur. Quand ils sont syriens, irakiens ou afghans, je crois qu'il faut que nous ayons une immigration qui soit ferme, juste et humaine. Pour cela, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir une filière d'immigration qui s'organise avec notre droit d'asile. Il faut que le droit d'asile ne doit pas être dévoyé. Donc il faut qu'il soit respecté. Et tous ceux qui n'ont pas vocation à être chez nous doivent être renvoyés là où ils viennent. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Nous avons un rôle international à jouer dans le monde pour régler ce problème à la source. D'ailleurs, j'observe que personne ne parle du plan de Jean-Louis Borloo sur l'Afrique, que je soutiens aussi depuis des mois, et qu'il sera important d'en parler au cours de la campagne présidentielle sur le développement et l'électrification de l'Afrique. On y revient dans un instant, vous inquiétez pas, 8h50, et voici Victor Matet sur France Info. Les manuels scolaires français dans le viseur du pape François. Il les accuse de propager la théorie du genre. Le souverain pontife cite l'exemple d'un père de famille dont le fils lui annonce qu'il veut devenir une fille. Des paroles légères et infondées pour la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, sur France Inter. Kim Kardashian, braquée en plein Paris cette nuit. La star de télé-réalité américaine se trouvait dans une résidence de luxe quand 5 faux policiers sont entrés et ont menotté son garde du corps, montant du butin près de 10 millions d'euros de bijoux. En Hongrie, le Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban veut désormais faire modifier la Constitution. Son référendum anti-migrant n'a pas été validé hier soir, moins de 50% de participation, alors que le non à la politique d'accueil des réfugiés avait recueilli plus de 98% des voix. En Colombie, moins d'une semaine après un accord historique, l'accord de paix avec les FARC est rejeté, 50,2% de non, mais le cessez-le-feu avec la guérilla, après 52 ans de conflit armé, est maintenu, assure le pouvoir. La Colombie, prétendante au prix Nobel de la paix, qui voit sans doute ses chances de gagner s'éloigner. Le lauréat sera connu vendredi. Ce matin, c'est le prix en médecine qui est décerné pour le début de cette nouvelle saison des Nobel. En football, la victoire de Lyon contre Saint-Etienne 2-0. En remportant ce derby, l'OL remonte du même coup à la 5e place. Nice et Mario Balotelli sont toujours en tête de la Ligue 1. France Info. L'émission politique de France Info de retour avec Nadine Morano. Question Jean-Michel Apathy. On voit à la radicalité de votre critique que Alain Juppé, vous aurez du mal à le soutenir après le scrutin du 27 novembre, Nadine Morano. C'est un problème, non ?
Radicalité, vous y allez un peu fort. Je dirais simplement divergence de vue, divergence. Divergence de vision politique. Il a le même programme que François Hollande. Non, je sur n'ai pas les dit migrants, ça. Attention, je sur n'ai les pas dit ça. migrants, c'est insupportable ce qu'il raconte. Je n'ai pas dit ça de cette façon. J'ai dit qu'il était dans la continuité de la politique menée par François Hollande, s'agissant de la politique migratoire, s'agissant de la Russie, c'est une réalité, et s'agissant du port du voile à l'université, qui pour moi est insupportable, parce que je pense que nous devons tout faire pour préserver l'égalité entre les hommes et les femmes, et que nous ne devons pas être en marche arrière de ce qu'ont été les pays musulmans dans les années 50. Je trouve ça un peu fou. Mais Madame Morano, qui a tweeté primaire, c'est parti, devant les Français, la boucherie bat son plein, et dire qu'après il faudra recoller les morceaux? Qui a tweeté ça? Oui, je l'ai tweeté parce que j'ai vu... recoller les morceaux. Oui, je pense que la semaine qui vient de se passer a été une semaine incroyablement difficile de critiques en tout genre, mais pas uniquement sur la ligne politique. Et je pense que de toute manière... Pour Nicolas Sarkozy, en particulier, c'est ça que vous dites. Qu'est-ce qui vous a choqué? Vous pensez à quoi? Regardez d'ailleurs, j'ai imagé ce tweet d'ailleurs. Oui, c'est une photo d'Alain Juppé. Avec les propos qu'il tenait sur les uns et les autres. Une fois de plus, Alain Juppé. Non mais attendez, il y a deux candidats qui émergent aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il y a une ligne de droite portée par François Fillon, Nicolas Sarkozy, je trouve. Il y a une ligne plus à gauche portée par Alain Juppé. C'est vrai que je suis de droite, je l'assume, je crois au mérite, je crois au travail, et je crois aux valeurs de la France, aux racines chrétiennes de la France, et je ne veux pas voir le développement du voile chez moi en France. Vous aurez du mal à voter au printemps pour Alain Juppé s'il est candidat à la présidence de la République? Il ne faudra pas faire la même faute qu'avait fait Chirac en 1995, parce que ça avait été très dur entre Chirac et Édouard Balladur, et je me rappelle d'Édouard Balladur dire je vous demande de vous arrêter, et c'est vrai qu'à ce moment-là, les reports du deuxième tour avaient été très bons, mais qu'ensuite, dans le gouvernement, on avait été exclus vraiment tous ceux qui avaient soutenu Balladur. Est-ce que vous aurez du mal à voter Alain Juppé s'il est candidat à la présidence de la République? C'est ça ma question. Mais j'espère qu'il ne le sera pas, à dire vrai. Parce que j'espère qu'il ne le sera pas parce que je voterai pour la personnalité qui portera mes couleurs politiques. Même si c'est Alain Juppé. Mais j'estime qu'il faudra qu'il... Mais pour l'instant, vous n'en savez rien. Non, donc je n'ai pas répondre à cette question. Je vous dis simplement que la ligne politique qu'il porte aujourd'hui ne me semble pas être une politique de droite. Et je pense que les Français aujourd'hui attendent de la fermeté, de la rigueur, attendent de l'autorité vis-à-vis de ce poison qui se distille en France, qui est l'islam radical, qui pourrit nos quartiers et qui nous a amené plus de 200 morts sur notre territoire en 18 mois. Nous avons besoin d'autorité, pas d'impact flou dont il n'a donné aucun contour. Donc je pense que tout cela est à prendre en compte dans l'analyse que vont faire les électeurs. Gilles Bernstein. Un petit mot d'Alstom, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on écoute Manuel Valls hier au grand jury RTL Le Monde, disant que le gouvernement avait une solution pour Alstom. Ce que je peux vous dire, c'est que l'activité ferroviaire à Belfort sera maintenue et que le site sera sauvé. C'est sûr. Voilà. C'est sûr, il a dit je pense, parce que ça a été coupé un peu court, mais je pense qu'il a dit que c'était sûr. Il s'engage à ce que demain, il y ait une solution pour l'usine Belfort à Alstom. Et je l'espère. Alstom à Belfort. Tout simplement, tout simplement la réalité du dossier d'Alstom, qui dépend, comme vous le savez, aussi et beaucoup de la commande publique. Au niveau de l'Union européenne, j'ai eu à travailler sur cette question, et notamment de voir la distorsion de concurrence qui existe avec la Chine, où cette industrie ferroviaire est subventionnée à 100% par l'argent public chinois, qui arrive sur des marchés sur lesquels Alstom était bien situé, et que par ailleurs sur notre territoire simplement français, la dotation aux collectivités locales a baissé. Diminue, bien sûr. Et donc dans le renouvellement des matériels roulants, s'agissant de nos régions d'une part, on voit que la commande publique baisse, elle baisse pour Alstom, mais elle baisse aussi pour la Fédération nationale des travaux publics, qui dépendent à plus de 60% de la commande publique, et il y a plus de 10 milliards, je crois que c'est de mémoire 13 milliards d'euros de baisse de commandes dans le secteur des travaux publics. Nadine Morano, avec le libéralisme qui est dans
tous les programmes, par exemple Nicolas Sarkozy et François Fillon. Ils sont très très libéraux. Vous êtes mal à l'aise avec ça ? Je ne trouve pas que le programme de Nicolas Sarkozy, un peu plus de liberté dans celui de François Fillon. Non mais écoutez, Henri Guénaud parlait d'économie du sacrifice. Non mais il faut regarder comment est-ce que l'Union européenne protège son industrie tout en étant en ayant des règles de concurrence avec l'international. Quand vous devez faire face à une industrie comme la Chine, qui est intégralement subventionnée par l'État, qui construit environ 200 TGV, là où on va en construire 13, c'est un peu compliqué de laisser pénétrer notre marché. Donc demain, nous aurons la solution du gouvernement pour l'usine Alstom à Belfort. Et on aura retenu, Nadine Morano, que vous n'appellerez à voter pour personne dans la primaire des Républicains, du moins avant le premier tour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info.